Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, nous allons parler d'un sujet qui est généralement connu et à peu près compris par la plupart des gens, mais qui est, je pense, plus complexe et plus intéressant et plus moderne qu'il en a l'air. Nous allons parler de stéréophonie, plus précisément de la stéréophonie d'intensité et de phase. Comme vous le constatez, cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, car je vais prendre un peu le temps aujourd'hui de vous expliquer tout ça. Parfois, ça fait du bien de prendre son temps. Car il y a très longtemps, du temps on en avait. Au tout début de la reproduction et de la transmission de signaux sonores, tout l'enjeu était de le faire aller le plus loin possible et le plus de fois possible, tout en restant à peu près compréhensible de l'autre côté. Autant pour les différentes méthodes d'enregistrement du son que pour les méthodes de radiophonie et bien sûr de téléphonie. Alors on s'est limité qu'à un seul canal, c'était déjà bien suffisant, je pense qu'on s'est même pas trop posé la question d'en rajouter un autre. Et puis, à l'après-guerre, avec la petite révolution de l'époque qui a été l'invention du transistor, on a commencé à se demander s'il n'y avait pas moyen de rajouter un canal sonore supplémentaire. Pourquoi ? Stupidement parce qu'on a deux oreilles, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Et si vous avez la chance d'avoir vos deux oreilles parfaitement fonctionnelles, cela vous permet de localiser des sons tout autour de vous. Très rapidement, on s'est dit que ça pourrait être très chouette de simuler cet effet d'immersion. L'idée donc de capturer des sons en stéréophonie, de les reproduire et de les transmettre, a fini par germer dans la tête d'ingénieurs et d'industriels dès la fin du 19e siècle. Et c'est vers la fin des années 50 qu'est arrivée la haute fidélité, le vinyle avec les disques micro-sillons et la bande audio stéréophonique. Puis la radio FM à partir des années 60. Jamais vous ne pourriez imaginer ce que c'était à cette époque de découvrir de la musique reproduite en stéréo quand on a grandi à une époque où l'audio était surtout plus utile qu'agréable. Cet effet d'immersion avec deux canaux est reproduit de deux façons différentes. Par la présence de deux enceintes audio. Pour rappel, une enceinte, c'est une association très précise de plusieurs haut-parleurs et de filtres qui sont associés ensemble afin d'être capables de reproduire toute la plage de fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Dans l'idéal, les deux enceintes et l'auditeur ou auditrice doivent se trouver aux trois coins d'un triangle équilatéral. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo sur l'écoute son. Les deux enceintes doivent être identiques bien sûr et alimentées par les deux signaux gauche et droite du flux stéréo à la même phase. Mais on peut aussi utiliser des écouteurs, un dans chaque oreille, si vous suivez toujours. Écouteurs qui vous isolent plus ou moins bien des bruits extérieurs et dans laquelle chaque oreille aura uniquement le signal de son canal. C'est là la grande force de la stéréo. Pour un même signal de deux pistes, cela fonctionnera aussi bien avec la présence de deux enceintes, éloignées l'une de l'autre bien sûr, qu'avec des écouteurs. Et cela sans avoir à retoucher ou travailler le signal au moment de sa reproduction. Vous avez sûrement constaté que quand on utilise des enceintes, forcément, il n'y a pas de vraie isolation acoustique entre les deux enceintes et les deux oreilles, chaque oreille entendant le son des deux enceintes. Les variations de distance et de phase entre les deux oreilles et les deux enceintes maintiendront quand même la sensation d'immersion que procure la stéréo. C'est fort, hein ? Dans l'introduction de la vidéo, je parlais de la stéréo d'intensité et de phase. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on veut mixer un son dans un espace stéréophonique, il va devoir être doublement positionné. Déjà en intensité, ça veut juste dire qu'il peut être plus ou moins fort à gauche ou à droite. Pour être au centre, il faut qu'il soit au même niveau à gauche et à droite, et s'il doit être totalement à gauche ou totalement à droite, eh bien il faut juste l'enlever de l'autre canal. Ça s'appelle un contrôle du panoramique, souvent abrégé PAN dans les consoles audio. C'est ce qu'il y a de plus simple pour placer un son monophonique d'un seul canal dans un mixage stéréo. Mais on peut aller plus loin. Ce son peut avoir aussi une corrélation de phase différente entre les deux canaux. En fait c'est très simple, chaque son sera émis avec une très légère différence de temps entre les deux canaux, une différence de phase. Et sa différence de phase peut être homogène sur toutes les fréquences du signal ou légèrement variée suivant la fréquence. C'est mal connu mais c'est très important, vous allez comprendre. Si je me contente juste de faire balader un son de gauche à droite en jouant juste avec les niveaux audio sur le panoramique, cela va donner un effet un peu sec dans l'image de la stéréo. Parce que dans la vraie vie, quand un son est émis, il y aura toujours une légère différence de distance entre les deux oreilles. Et puis entre les deux oreilles, il y a votre tête, et ouais, elle peut aussi rajouter des petites variations de phase dans le signal. Ah et puis vous avez aussi la forme de vos oreilles, elles aussi vont rajouter des variations de phase. Tout ça c'est extrêmement léger, mais une fois que ça rentre dans le cerveau, tous les signaux des deux oreilles sont analysés ensemble et ce dernier va faire de son mieux pour en déterminer la position de la source qui émet le son. Ça fonctionne suffisamment bien pour arriver à savoir si le son vient d'en haut, d'en bas ou de derrière. Le plus drôle c'est que je peux même pas vous faire une démonstration fonctionnelle, car le traitement va dépendre de vos oreilles à vous. Il faudrait imaginer de refaire le mixage audio de ma vidéo pour chacune des formes de vos oreilles, mais ça c'est un autre sujet. Si maintenant je refais mon test de tout à l'heure, cette fois-ci avec un micro stéréophonique, on appelle ça un couple,
on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo, et que je me déplace physiquement de gauche à droite autour du micro, l'effet va sembler beaucoup plus réaliste, car il va y avoir tout un tas de petites variations de phase entre ma bouche et les deux micros. C'est aussi pour ça qu'il est très complexe de reproduire le son d'une pièce en particulier, comme une salle de concert, car non seulement il faut reproduire l'acoustique du lieu, mais il faut aussi prendre en compte tous les petits mouvements de phase de tous les sons qui vont être émis dans toutes les directions jusqu'à nos oreilles. La stéréo c'est plutôt cool, je pense que vous commencez à le comprendre, mais c'est pas pour ça que ça ne se mesure pas. L'espèce de truc bizarre qui fait des lignes en rond et qui a l'air d'être vaguement lié à ce qu'on entend, c'est ce qu'on appelle un indicateur du Lissajous. Comme toujours en audiovisuel, rien de très compliqué, ça se lit facilement. Chaque point sur la courbe, c'est un échantillon audio. Vu qu'il y en a beaucoup par seconde, forcément ça fait des formes. L'axe qui va d'en haut à gauche en bas à droite, c'est le signal du canal de gauche. Et l'autre signal qui va de en haut à droite en bas à gauche, c'est le signal du canal de droite. Tous les échantillons dont le niveau audio est le même pour les deux canaux et de fait la phase est la même entre gauche et droite vont se balader sur l'axe du milieu, l'axe du mono. Et tous les échantillons qui sont ils se baladeront de gauche à droite. Donc quand vous avez un son avec juste une ligne droite, c'est que vous avez du mono. Quand cette ligne droite est bien centrée, c'est que le canal de gauche et le canal de droite ont le même signal au même niveau, et quand vous avez une patate, c'est que le son est plutôt en stéréophonie, et quand la patate est très écrasée, vous aurez devenu une... Oui, parce que quand on a mis en place la stéréo chez les gens, on ne pouvait pas dire « terminé, vous supprimez tous vos équipements audio mono, on remplace tout par la stéréo ». On était dans les années 60, pas dans les années 2020. Il faut donc que tous les signaux produits en stéréo soient aussi compatibles en mono, juste en additionnant canal gauche et canal droite. Même encore aujourd'hui, c'est une compatibilité importante, car les téléphones n'ont pas forcément de haut-parleurs, et vous avez des gens qui entendent pas bien d'une oreille. Pour cela, toutes mes excuses, ça doit être une vraie torture à regarder cette vidéo. Donc, quand on produit de la stéréo, il faut vérifier que la compatibilité mono est toujours bonne. Alors il y a un moyen simple, c'est d'utiliser une mesure de la corrélation de phase. Aujourd'hui, vous le trouvez facilement dans les éditeurs audio. C'est la même vue que l'afficheur du Lissajous, mais en plus simplifié. Quand le signal se balade en haut ou vers la droite, tout va bien. S'il reste au centre, c'est que vous avez une forte image stéréo, c'est pas forcément un problème, mais s'il se balade vers le bas ou vers la gauche, en faisant un doigt à tous les gens qui auraient espéré entendre quelque chose de correct en mono, ne soyez pas cette personne. J'ai l'air d'en rire, mais ça a été un frein essentiel à beaucoup d'évolutions dans l'audio, car quoi qu'on puisse faire en stéréo, il faut toujours garder cette compatibilité mono. Il y a que très récemment où on s'est manipulé des signaux qui n'ont plus besoin de garder cette compatibilité mono, mais je vous dis pas la galère, sauf si on en reparlera. Ah, et puis je vous parlais tout à l'heure du vinyle stéréo, ça a été aussi un frein pour faire du mixage car il faut absolument que les signaux de basse fréquence soient bien au centre, au risque de faire déraper la pointe de lecture. Cette limitation était tellement importante que plusieurs générations d'ingénieurs du son ont toujours fait attention à maintenir les basses au centre, créant de fait un style, une habitude et une façon particulière de faire du mix. Cette limitation a sauté à partir du moment où on a eu le CD audio, mais on continue encore à faire des mix, comme si ce problème existait toujours. Et aussi parce que les basses fréquences sont peu directionnelles, autant les mettre au centre. Enfin, la plupart des codecs de compression audio utilisent cette caractéristique, le maximum du signal est au centre. Bon, maintenant que je vous ai chauffé sur la stéréo, comment on en fait ? Il y a deux approches. Soit vous prenez un son du réel, c'est-à-dire une captation avec ces deux micros, un pour le canal de gauche et un pour le canal de droite, soit vous prenez tout un tas de sons que vous mixez ensemble de façon à fabriquer en sortie de la stéréo. Deux micros, ça s'appelle un couple de micros. Bien sûr, deux micros identiques. Certains micros de gamme sont vendus appairés. Rien à voir avec le Bluetooth. C'est juste que les caractéristiques de son de l'un seront extrêmement proches de l'autre. Mais je vous rassure, si les deux micros ne sont pas appairés, ce n'est pas si grave que ça du moment que c'est la même référence. Les deux micros, vous allez les positionner ensemble. Il y a plusieurs combinaisons possibles suivant leur directivité. Mais si vous savez cardioïde, omnidirectionnel, etc., leur angle, l'un par rapport à l'autre, 90 degrés, 120 degrés, voire plus. Et leur éloignement, les deux capsules l'une sur l'autre, éloignées de l'équivalent d'une largeur de tête, ou même très éloignées. À partir de là, on a plusieurs catégories de couples. Ceux dont les microcardioïdes sont superposés, comme Blumline et XY, il n'y aura pas de différence de phase dans les signaux qui arriveront dans les deux micros, la stéréo sera uniquement d'intensité. Ceux dont les micros omnidirectionnels sont espacés. Il y aura donc des différences de phase dans les différents signaux qui arriveront dans les micros, tels que AB et DK pour la musique. Les couples un peu hybrides, produisant une stéréo de phase et d'intensité avec des micros plus directifs mais espacés, tels que ORTF en français, DIN en allemand et NOS. Un couple intéressant car il permet de gérer après la prise de son la qualité de la stéréophonie. Le mid-side, pour centre-côté.
Un micro au centre omnidirectionnel ou cardioïde va prendre tous les signaux de face, un genre de sommation mono. Et un micro avec une directivité en 8, dans le même axe que le micro au centre, va prendre les signaux sur les côtés en opposition de phase. On aura donc une stéréophonie matricée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas écoutable directement. Si vous avez suivi ma précédente vidéo sur les pistes audio, eh bien vous pourrez dire que ce ne sont pas deux canaux discrets. Pour récupérer un signal stéréo classique gauche-droite, il va falloir fabriquer cette configuration au mixage. Additionner le signal mid et 2 fois le signal side avec un panoramique gauche-droite pour les 2 additions. L'intérêt de ce procédé, c'est que vous pouvez facilement et en sécurité, c'est-à-dire sans avoir de problème de phase, récupérer un signal mono propre, mais aussi faire varier les signaux sonores des 2 sides pour augmenter ou réduire la taille de l'image stéréo. Avec ce même procédé, vous pouvez aussi utiliser un micro-canon en tant que micro principal, vous permettant à la fois d'avoir tout l'intérêt d'un micro-canon pour une prise de son en extérieur par exemple, mais aussi d'enregistrer la stéréo d'ambiance avec le signal side. Pour aller encore plus loin, on peut même utiliser une tête artificielle. Je l'avais déjà présenté il y a quelques temps, qui contient 2 micros placés dans les oreilles. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il existe aussi des micros qui ont la forme d'une oreillette, permettant d'enregistrer et de capturer le signal que vous pouvez entendre. Très utile pour faire des vidéos d'immersion avec une GoPro. La grande question que vous pouvez maintenant vous poser, quel couple prendre par rapport à ce que l'on veut faire et la source que l'on a? Eh bien ça c'est tout un métier, ça va beaucoup jouer suivant la sensibilité artistique et l'expérience professionnelle du ou de la preneuse de son. Il existe de bonnes recettes, oui, mais pas de règles absolues en la matière. Les micros stéréophoniques intégrés à certains enregistreurs de poche vous permettent déjà de jouer à la chasse au son en stéréo. Et sinon, vous pouvez faire ça au mix, en jouant avec le bouton panoramique de chaque piste audio de chaque source. Pareil, quoi, comment, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi utiliser un plugin spécial qui s'appelle un spatialisateur. C'est très utilisé en radio et en musique moderne. En fait, il va triturer le signal des 2 canaux de façon un petit peu particulière. Il va appliquer des rotations de phase sur différentes bandes de fréquences sur un canal et faire l'opposé sur l'autre canal. Ça fait un signal tout chelou que le cerveau humain a du mal à analyser. Il considère que c'est un peu magique vu que dans la vraie vie, un signal comme ça n'existe pas. Et paf, ça fait une sensation d'immersion. Bon, bien sûr, n'abusez pas de ce truc-là, ça peut vite faire dégueu. Et sinon, plus traditionnellement, je dirais, vous pouvez toujours utiliser une chambre d'écho, dont il est possible de positionner les différentes répétitions de son. Enfin, bien sûr, la réverbération, qui consiste à simuler l'acoustique d'un lieu, dont la qualité et la configuration dépendent de l'outil de la personne aux commandes. Ces systèmes sont capables de sortir un son en stéréo. Mais parfois, tout se passe pas bien. Vous vous souvenez de ma précédente vidéo sur les pistes audio? Eh bien sachez que je l'ai faite justement en préparation de cette vidéo sur la stéréo. Si vous récupérez un signal audio dans lequel il n'y a pas d'indicateur de piste, il y a un risque que certains logiciels considèrent que 1 et 2 soient en mono, plutôt que les attribuer à gauche et à droite. Félicitations, vous venez de niquer la stéréo du signal que vous venez d'importer. Si vous n'avez jamais fait de mixage audio ou de montage de votre vie, tant mieux pour vous, mais sachez que ce problème est très courant, notamment quand on ne travaille pas avec des outils professionnels pour l'audio. Et c'est comme ça que l'on se retrouve à avoir des musiques en mono dans les montages, juste parce qu'une étape de post-production a perdu la stéréo, voire même pire, que l'export soit fait en mono. Quand on est sensibilisé à minima sur la stéréo comme vous l'êtes en ce moment, ça devient rageant lorsqu'on entend ce genre d'erreur, si facile à corriger. Ah, et puis un petit truc avant d'oublier, en parlant de mesurer la stéréo, l'afficheur du crête-mètre numérique que vous connaissez, en soi n'est pas capable de vous montrer la qualité de la stéréo, mais il y a un moyen simple de savoir si le signal est bien en stéréo. Il y aura toujours des différences de niveau audio entre les 2 canaux. Donc si les 2 barres du crête-mètre sont à la même position tout le temps, vous savez que vous êtes en mono. Si elles sont toujours un petit peu différentes, c'est que vous êtes en stéréo. Plus largement, la stéréo n'est pas systématique. De nombreux téléphones reproduisent et enregistrent des sons, y compris des vidéos, en mono. Ce genre de petite enceinte Bluetooth aussi. La téléphonie et la visiophonie sont en mono. En soi, ce n'est pas si grave. Vu qu'il existe des contraintes pour faire de la bonne stéréo, faire du mono reste encore une solution de sécurité. Mais l'effet de la stéréo est tel qu'il serait dommage de s'en priver. Aujourd'hui, la stéréo est encore omniprésente dans nos vies. L'avenir commence à s'installer durablement, notamment avec le son en multicanal, le son objet et le binaural. Bien qu'il y ait encore beaucoup de marketing derrière ces nouvelles technologies, comme cela a été bien sûr avec la stéréo, cela ne reste pas moins des technologies très intéressantes et pour certaines très prometteuses. Mais rien qui ne les rend obligatoires ou incontournables. Je pense qu'il peut être souvent plus utile de se concentrer dans une stéréo de qualité, plutôt que de courir à essayer de produire des choses plus complexes comme du multicanal, qui non seulement sont très exigeants en termes de qualité et de travail de post-production, mais en plus ne sont pas forcément correctement implémentés chez les gens.
C'est une façon polie de dire qu'une bonne partie des programmes diffusés en multicanal aujourd'hui ne sera entendue que par une petite quantité de gens. Ce qui n'est pas un problème quand vous êtes une très grosse entreprise de production audiovisuelle, mais ça peut être un mirage de technologie quand vous êtes une petite production. Bien qu'on approche de la fin de cette vidéo, il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, que ça soit autour des questions d'acoustique et de prise de son, mais aussi de perception des sons dans l'espace autour de la tête, et plus largement des questions de psychoacoustique, la façon dont le cerveau traite les sons. Des sujets complexes qui dépassent largement mes compétences ici. Chers amis, vive la stéréophonie, à bas l'opposition de phase, et panez-moi correctement ces pistes. Mais avant de se quitter et d'avoir fait tout ce chemin dans cette aventure, ça serait dommage si vous ne vous abonniez pas à cette chaîne, que vous ne laissiez pas de commentaires pour parler de vos non-expériences de stéréophonie, et que vous partagiez cette vidéo à des vendeurs de Dolby Atmos, mais pas seulement. Eh bien, il va falloir les assommer. On se retrouve sur Twitter et Discord, bonne continuation, on s'appelle quand on arrive, bon vent, et à très vite sur Media Ex Machina.